Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Alors après Étienne Balibar et la violence, Philippe Cornu et la philosophie du bouddhisme, Michel Elchaninov et les lectures philosophiques de Poutine, Corinne Pelluchon et ses nourritures terrestres, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le philosophe Ali Ben Makhlouf, qui enseigne la philosophie à Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne, qui est spécialiste entre autres de logique et de Montaigne, et qui vient de publier chez Albin Michel un ouvrage attendu depuis bien longtemps, Pourquoi lire les philosophes arabes. Bonjour à vous Ali Ben Makhlouf. Bonjour Adèle Van Ret. Lorsque les textes philosophiques arrivent dans le monde musulman, il se trouve que les grandes questions dont ont traité les philosophes grecs ont déjà été, à leur façon, par les théologiens. Dieu, la liberté humaine, et même la question politique, question de nature de la société, de la cité. Et en tout cas, dans ce mouvement qui a quand même duré plus d'un siècle, s'était mise en place toute une série de spéculations et de croyances et de théories que la philosophie trouvera devant elle au moment où elle se révèle. Il faut donc qu'elle trouve sa place. Comment et pourquoi lire les philosophes arabes aujourd'hui, avec les références qui sont les nôtres, en matière de droits de l'homme et de valeurs partagées ? Cet ouvrage se propose de montrer que la philosophie arabe, telle qu'elle s'est illustrée entre le 8e et le 15e siècle, fait partie intégrante de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Ali Ben Makhlouf, il est d'autant plus difficile de répondre à la question de savoir pourquoi il faut lire les philosophes arabes aujourd'hui que, comme l'a dit le philosophe médiéval Jean Jolivet, dont on a entendu la voix, eh bien la philosophie naît 2 fois en islam. Oui, elle naît 2 fois et elle a à se faire accepter parce que c'est un héritage qui vient d'une autre contrée, la Grèce. Et comme le discours était déjà bien structuré par la théologie, c'est ce qu'il dit en commençant cette émission, sa voix en tout cas, la théologie avait déjà bien structuré le champ spéculatif par l'idée que la science humaine n'est pas la science divine, que les attributs divins sont inhérents à l'essence divine ou résidant dans cette essence. Il y a beaucoup de choses qui indiquent une forte spéculation. Comment accueillir la philosophie dès lors que la religion a déjà structuré un champ symbolique du discours? Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie qui vient après la religion et qui peut se faire accepter? Donc la place, c'est le mot de Jolivet, il a raison, que comment arrive-t-on à faire une place et s'approprie-t-on un nouveau discours qui repose sur l'argumentation, qui repose sur l'héritage du syllogisme, c'est-à-dire du raisonnement, qui reprend les 4 grandes opérations de la logique aristotélicienne, concevoir, juger, raisonner, définir. Qu'est-ce que c'est que faire cette place? Eh bien, cette place va être conquise de haute lutte au IXe siècle par Al-Kindi, qui avait dirigé les travaux de traduction des textes grecs de Platon, Aristote, Galien, notamment dans la Bagdad du IXe siècle. Et le geste va être inauguré à nouveau à Cordoue par Averroès, 3 siècles après, parce qu'il a fallu de nouveau, en Andalousie, justifier la place de la philosophie. En fait, la philosophie est toujours liée dans ce contexte arabo-musulman à la justification de sa place. Et qui dit justification, dit recherche des raisons. Et ces recherches des raisons ont une double orientation et argumentative, recherche des raisons ultimes,
et juridique. Qui dit justifier, c'est aussi justifier la place pour qu'un discours ne soit pas censuré. Et donc, il va y avoir tout un lien avec ce que l'on entend par la loi divine dont parle la religion, afin de détendre la possibilité d'une osmose entre ce que dit la loi divine et ce que dit le discours argumenté hérité d'Aristote. Mais dire que la philosophie naît deux fois, qu'il y a d'abord cette théologie originale qu'on appelle le kalam, Oui, je crois, tout à fait. et qu'ensuite vient le courant philosophique à proprement parler, la falsafa, Tout à fait. ça veut dire que dans la théologie et dans la philosophie, il y a une seule et même vérité, que ce ne sont pas deux vérités différentes délivrées par deux discours différents, mais une seule vérité et deux manières d'y accéder. Tout à fait. La vérité n'est pas déstabilisée ni fragmentée. Ça, c'est le discours philosophique qui va beaucoup insister sur ce point. La vérité est une, mais il y a des multiples accès à cette vérité. Il y a l'accès par les images religieuses et par le discours dialectique des théologiens, et il y a l'accès non pas par la rhétorique et la dialectique, mais par la démonstration, c'est-à-dire par le syllogisme le plus validé des syllogismes aristotéliciens, le syllogisme qui figure dans les secondes analytiques, qui est véritablement le syllogisme qui démontre. Donc du coup, on va essayer de tenir ensemble cette idée que la vérité est une, mais que rhétorique, dialectique, démonstration sont des méthodes d'accès à cette vérité différente, rhétorique et dialectique plus mobilisée par le discours de théologiens, parce que c'est un discours qui fonctionne avec de la persuasion immédiate, c'est un discours qui harangue, c'est un discours qui, je pense aux imams du vendredi, c'est un discours rassembleur sur des idées immédiatement reçues, c'est la définition de la rhétorique. Chez Aristote, ce qui persuade de prime abord, et on persuade d'autant plus qu'on occulte des parties du raisonnement, et le philosophe vient derrière en disant, écoutez, ce que vous avez occulté, moi je vais vous le reconstituer de manière argumentée. On a peut-être des façons différentes de faire, mais il ne faut surtout pas penser qu'il y a quelque chose comme une double vérité, ce qui a été le plus grand contresens attribué à ces philosophes, l'idée qu'il y a la vérité de la foi et la vérité de la raison. Ça, c'est une projection 19e siècle, un 19e siècle positiviste incarné par Ernest Renan, qui a marqué d'un saut anachronique cette idée de raison et foi. Et la double vérité, il est vrai, avait déjà été soutenue par l'héritage latin de saint Thomas, mais il a été en quelque sorte stabilisé dans la transmission contemporaine par cette idée qu'il y a la vérité de la foi et la vérité de la raison. Eh bien, il n'y a pas cette double vérité, il n'y a pas de fragmentation de la vérité. Alors, si raison et foi ne se distinguent pas comme étant deux formes de vérité différentes, alors on peut quand même s'interroger sur le sens de l'activité même du philosophe, puisque son rôle est-il simplement de traduire en d'autres termes ce que l'imam enseigne le vendredi ou ce que les théologiens écrivent à leur manière sur une seule et même vérité. D'abord, quelle est-elle, cette vérité unique? Est-elle une vérité divine, religieuse ou pas? Et deuxièmement, si cette vérité est identique, c'est ce que vous dites, s'il n'y a plus de distinction entre raison et foi, alors tout simplement, à quoi sert la philosophie? Oui, alors déjà, dans mon livre, j'insiste sur le fait que le mot raison ne convient pas. C'est le mot d'intellect qui convient. Et donc déjà, si vous voulez, c'est la question entre l'intellect qui est reconnu dans une tradition de sagesse, et ce n'est pas tellement la question de la foi, là encore, mais la question de la loi. Et donc finalement, si on arrive déjà à reconstituer les termes du débat pour ces philosophes, comment concilier la loi et la sagesse, elle est des Perses, des Indiens, des Chaldéens, des Babyloniens, etc. Et d'autre part, la loi, comment est-elle donnée? La loi, vous savez, on dit toujours maintenant, la charia, tout le monde tremble, on baisse les rideaux, attention, on va décapiter, etc. Mais le mot, la charia, signifie avenue, voie, V-O-I-E, que les hommes transforment en loi. Dans la tradition musulmane,
les 4 grandes écoles juridiques se sont constituées autour du 9e et 10e siècle. Donc il y a eu 4 siècles d'acclimatation du texte sacré pour en faire une source de loi et certainement pas un contenu de loi. Et on confond la source et le contenu, aujourd'hui encore, pour faire de la charia quelque chose d'anhistorique. Quelle différence alors du coup entre la source et le contenu de la loi? La source, c'est on s'inspire des versets, mais on n'a jamais dit que les versets étaient des lois. C'est pas prescriptif, c'est ça. Exactement. Ouais. Quand bien même ils ont une forme impérative, ils restent épiques et non pas normatifs. Et la norme advient historiquement par des hommes qui transmutent, transforment, métamorphosent les versets en loi. Et donc la loi est proprement humaine, d'inspiration religieuse. Ça veut dire que donc le terme même de loi divine n'a pas de sens. Si, il a un sens au sens d'une orientation donnée par une source, au sens d'un fondamental qui n'intervient pas positivement dans la loi, au sens où vous vous rapportez à un premier moment pour ne pas régresser à l'infini. C'est une exigence scientifique, théorique de la pensée de se dire qu'il y a un premier moment, un peu comme chez Rousseau quand il dit le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire ceci est à moi. Ce n'est pas un premier historique, mais la pensée a besoin, dans sa genèse d'un phénomène comme celui de la loi, de partir d'un premier moment. Je reviens à votre question. Alors, c'est quoi cette conciliation raison-voix? Et puis finalement, pourquoi, si c'est une même vérité, a-t-on besoin de dédoubler? En fait, le dédoublement, comme je l'ai dit, est entre sagesse et loi. Et du coup, c'est de dire, mais en fait, la sagesse ne peut être que visée par la loi. C'est la grande idée d'Al-Kindi qui inaugure au IXe siècle cette démarche philosophique et la reprise 3 siècles après par Averroès. C'est que finalement, une fois qu'on a lu les versets, on se rend compte que le texte vous porte à rechercher la connaissance. Et la connaissance, lui-même, ce texte n'en est pas directement porteur. Il faut la chercher là où elle se trouve. Et donc, l'idée forte d'Al-Kindi et d'Averroès, c'est qu'il y a une interactivité entre les cultures, une interactivité entre les individus, une interactivité entre ce qu'ils appellent les anciens, c'est-à-dire Platon, Aristote, Galien, et les contemporains pour eux, ceux qui, comme le dit Jolivet, viennent de l'héritage théologien. Et donc leur grand défi, c'est d'arriver à mettre en osmose le programme de connaissance indiqué par la loi divine et la réalisation de cette connaissance par l'héritage grec. Et c'est là où le philosophe intervient, c'est dans la prise en compte de cet héritage et donc dans l'inscription de cette vérité dans un processus historique et humain. Exactement, avec cette idée que le vrai auquel on parvient ne sera jamais que partiel, qu'il y a une incomplétude logique de la vérité à tel moment dans telle contrée et qu'il faut inscrire l'histoire de la vérité dans l'histoire de l'humanité. Il se trouve que il y a des cultures qui accélèrent le mouvement de cette vérité. La Grèce, pour eux, a accéléré ce mouvement de la vérité. Et ce mouvement est à reprendre, un peu comme un passage de relais, est à reprendre pour précisément être bonifié quant à la participation à l'intellect. C'est des philosophes qui voulaient vivre selon le mode de l'intellect. Et l'intellect est un mode de vie. Wittgenstein dirait une forme de vie. Ça a été une forme de vie pour eux. Et cet intellect a été nourri. Il a été nourri par les formes valides du syllogisme, il a été nourri par la tradition de Galien autour de la médecine et ces paradigmes, ce double paradigme de la connaissance qu'est la médecine et qu'est la démonstration a été pour ces philosophes un enjeu très important pour désenclaver la culture religieuse et montrer que cette culture religieuse, eh bien, est tout à fait en bonne intelligence avec les sagesses venues de la Grèce. C'est là une évidence par soi, non seulement pour les sciences théorétiques, mais aussi pour les sciences pratiques. Il n'en est aucune
qu'un homme pourrait concevoir à lui seul. Alors n'est-ce pas le cas a fortiori pour la science des sciences, la philosophie? Puisqu'il en est ainsi, il nous faut donc, certes, si nous trouvons que nos prédécesseurs des peuples anciens ont procédé à l'examen rationnel des étangs et ont réfléchi sur eux d'une manière conforme aux conditions requises par la démonstration, étudier ce qu'ils en ont dit et coucher dans leurs écrits. Ce qui de cela sera en accord avec la vérité, nous l'accepterons de leur part, nous nous en réjouirons et leur en serons reconnaissants. Quant aux choses qui ne le seront pas, nous éveillerons sur elles l'attention, nous avertirons les gens d'y prendre garde et nous excuserons leurs auteurs. ابن رشد ده لازم يسكت خالص وتشوفوا لكم حل مع الخليفة لازم يمنعوا من الكلام في أي جامع. مفيش داعي للجدل ده. أو في خطوات مضطرين ناخدها. Un homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de versets du Coran et qui s'en sert comme fond de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux? La connaissance des textes exige des années d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherche et de réflexion personnelle aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vraie est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Et même le calife Al-Mansour, il est sujet à l'erreur? Le grand imam Malek disait en désignant le tombeau du prophète les mots suivants: « Toute personne peut être interrogée ici-bas, excepté celui qui gît ici. » Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire douter de la révélation. Tu sais sûrement ce que disait le prophète. Appliquez-vous. Si vous vous appliquez que vous atteignez la vérité, vous aurez deux parts. Si vous tombez dans l'erreur, vous aurez une part. Toute recherche mérite récompense. Dis, Seigneur, augmente ma science. Quelle science? D'abord la foi. Tu veux réécrire ce verset, peut-être? Encore une fois, il l'a eu. Averroès dit que le texte a été révélé et les hommes peuvent, par l'étude, l'interpréter. C'est là que Boran aurait dû répondre: le texte ne s'interprète pas. Mais vas-y, toi qui es si malin devant nous, va donc lui répondre. Tu penses que tu auras plus d'adeptes qu'Averroès, hein? C'est là tout le problème, Ali Ben Maklouf, ce conflit, qui sans doute n'en est pas un, mais que le film Le Destin de Youssef Chahine de 97 met en scène ici. Ce conflit donc vécu comme tel entre la foi et la raison. Comment prouver que la foi n'empêche pas la raison, que la raison ne vient pas se battre sur le terrain de la foi. Cet extrait qui fait écho au discours décisif dont j'ai lu un extrait juste avant d'Averroès toujours, dans lequel Averroès insistait sur la nécessité pour le philosophe de s'inscrire dans un héritage intellectuel et philosophique. Tout cela pour dire que finalement, dans un cas comme dans l'autre, dans la tradition théologique et religieuse et dans la philosophie, il s'agit de travailler le texte, de l'interpréter et donc de faire un usage de la raison qui peut certes être démonstratif, syllogistique, vous l'avez dit, mais qui est surtout interprétatif. Oui, et ce qui ressort à la fois du texte que vous avez lu d'Averroès, du discours décisif et de l'échange dans le scénario de Youssef Chahine, ce qui ressort, c'est que, en fait, le texte existe dans son adresse. À qui est-il adressé? Le sens n'est pas encastré dans un texte. Tous les philosophes analytiques l'ont développé aujourd'hui, de Wittgenstein, de Quine à Wittgenstein, mais bon, passons sur ce point. Je dis pas complètement passons, parce que tout mon travail dans cet ouvrage a été de désenclaver le médiéval par un coup d'œil que donne l'outil de la philosophie du langage et l'outil de la philosophie contemporaine. Mais ça, vous le montrez très bien, et justement, et on voit en quel sens la philosophie que vous évoquez dans l'ouvrage n'est pas cantonnée au Moyen-Âge, n'est pas cantonnée à une certaine conception de la logique, que finalement, il y a un lien direct avec la philosophie dite analytique aujourd'hui. Tout à fait. Et eux-mêmes n'avaient pas cantonné le sens précisément dans le texte dit sacré. Ils prennent des aspects. Dans le dialogue, c'est intéressant, dans le dialogue du scénario, en fait, la question de l'interprétation, c'est quoi? C'est de prendre véritablement ce que dit le texte et puis d'en proposer une lecture. Par exemple, le texte coranique dit le livre et la sagesse. Et donc, travailler sur la conjonction, c'est quoi le livre et la sagesse?
nous avons fait descendre sur vous le livre et la sagesse. Et donc, s'il y a une conjonction au sens d'un lien intrinsèque entre le livre et la sagesse, on va inspirer la lecture du texte par les sagesses. Ça, c'est une forme d'interprétation. Il y a aussi, c'est très important, est-ce que quelqu'un qui trafique de la religion est-il encore pieux? C'est Al-Kindi, là on reprend complètement un passage d'Al-Kindi dans la philosophie première. Il dit que ceux qui trafiquent de la religion, qui ont des chairs usurpées, ne peuvent plus être dits religieux, parce que qui trafique de la religion est en train de la vendre et de l'acheter. Donc c'est très intéressant cette notion de la religion mise dans le commerce et qui en fait se délite. Et puis, l'idée d'épouser une forme de l'ignorance au lieu d'épouser une forme de la sagesse, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que l'ignorance peut être une valeur? Cette idée que véritablement le texte oriente vers la recherche toujours des raisons, y compris, dit le texte que vous avez lu, pour pouvoir objecter quelque chose à quelqu'un, il faut que je puisse le traduire et le commenter. Peut-être que les Grecs, les traduire, ce n'est pas leur donner raison, mais c'est précisément construire l'outil pour pouvoir leur objecter quelque chose. Une chose, Ali Ben Maklouf, avant d'aller plus loin dans la lecture de votre ouvrage, peut-être un point important que vous montrez très bien dans ces pages, c'est que pour comprendre tout ce que vous êtes en train de dire et cette utilisation de la raison qui ne s'oppose pas à une forme de foi ni même de croyance, il faut garder en tête qu'à l'époque où ces philosophes écrivent, même si ça s'inscrit sur une longue période, c'est une période qui est pré-cartésienne. C'est-à-dire que la conception du sujet est complètement différente. On ne dit pas tellement je pense que, mais finalement ceci est pensé. Et ça change complètement la conception que nous nous faisons de la raison aujourd'hui. Tout à fait, parce que le principe, c'est donc je mets en conjonction la période pré-cartésienne et la période post-cartésienne qui est la nôtre. La période pré-cartésienne, l'intellect, on y participe à hauteur de l'effort que nous faisons. Mais la connaissance n'émane pas directement de nous, elle émane de cet intellect auquel nous nous joignons. Et il y a toute une théorie de la jonction avec l'intellect. Nous sommes sensation, imagination, pensée discursive, mais la pensée haute est celle de la conjonction avec l'intellect. Alors l'intellect, c'est quoi? C'est une instance qui pense toujours, qu'on peut identifier à Dieu. Nous sommes distraits, nous regardons la télévision, nous dormons, nous faisons beaucoup de choses qui indiquent que l'intellect en nous n'intervient que de manière intermittente et pas de manière continue. Donc il y a un intellect, et quand je suis complètement dans la pensée forte démonstrative, eh bien ça pense en moi, si je puis dire. Et je disais que le paradigme cartésien du « je pense, je suis », qui a beaucoup tenu l'héritage classique jusqu'au XXe siècle, eh bien, il a été en quelque sorte fissuré avec la tradition pragmatiste, avec la tradition analytique, pour dire qu'en fait, il y a une intelligence scientifique qui ne se rapporte pas simplement à celui-ci, à celui-là. Quand on découvre un vaccin, eh bien, il y a plusieurs acteurs sociaux qui ont participé à une intelligence scientifique qui, finalement, n'a pas du tout la configuration d'un cogito cartésien. Et je me suis plu à indiquer qu'on pouvait relativiser le paradigme cartésien par cette affinité entre le médiéval et le contemporain. Puisqu'il s'agit des philosophes arabes aujourd'hui, laissons-leur la parole. Je vous propose d'écouter un texte d'Al-Farabi qui est tiré du compendium des lois de Platon dans Philosophie à Bagdad au Xe siècle, un ouvrage qu'on trouve au Seuil qui est paru en 2007. Dans cet extrait interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, eh bien, on va entendre que si les philosophes ont un usage particulier de la démonstration et du syllogisme aristotélicien, eh bien, ils ne sacrifient pas pour autant l'utilisation de l'imagination. Écoutons-le. On raconte qu'un ascète, austère, était connu pour sa piété, sa rectitude, son ascèse et sa dévotion, et qu'il était célèbre pour cela auprès des gens. Avant que d'être exposé à une terreur de la part du sultan tyrannique et de vouloir trouver un lieu d'asile en dehors de cette sienne cité. Alors, sortit un édit de ce sultan ordonnant qu'il fût recherché et appréhendé où qu'on le trouvât. Il lui fut impossible de sortir de la cité par aucune porte, et il craignit pour sa vie de tomber entre les mains des hommes du sultan.
Il résolut alors d'adopter un habit de ceux des noceurs, s'en revêtit, prit une mandoline entre les mains et prit l'apparence d'un homme ivre au début de la nuit. Puis se rendit à la porte de la cité en chantant avec sa mandoline. Quand donc le garde de la porte lui demanda « Qui es-tu » il lui rétorqua sarcastiquement « Je suis l'ascète un tel ». Le garde supposa donc qu'il se moquait, ne s'opposa pas à son passage, et il trouva le salut sans avoir rien dit de faux. Notre dessein dans cette préface est ainsi de dire que le sage Platon s'était interdit de faire voir les sciences et de les dévoiler à tout le monde, et qu'il avait adopté la voie de l'énigme, des devinettes, du camouflage et de la difficulté, de peur que la science ne tombât entre les mains de qui n'en est pas digne et ne s'en trouvât dégradée, ou bien entre les mains de qui n'en connaît pas le prix, ou de qui l'emploie mal à propos, ce qui n'est pas correct. كحل جفنيك بما بالذي كحل جفنيك بما سجد السحر لديه وقرب سجد السحر لديه وقرب. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le philosophe Ali Ben Makhlouf qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Pourquoi lire les philosophes arabes » et qui vient nous en parler aujourd'hui. Ali Ben Makhlouf, le texte d'Al-Farabi que l'on vient d'entendre interprété brillamment, je dois dire, par Jean-Louis Jacopin. Al-Farabi donc est surnommé le second instituteur de l'intelligence. Peut-être deux mots d'abord sur cet auteur qui vit entre le 9e et le 10e siècle. Oui, tout à fait. Les dates sont approximatives, 1870, 950. Pas de 1800, 800, pardon, excusez-moi. 870, 950, excusez-moi. Oui, le second maître, et vous savez, c'est Maïmonide qui le caractérise ainsi, parce que on a très peu de biographies intellectuelle de ces philosophes, et Maïmonide, que je considère comme un philosophe arabe du fait qu'il a écrit en arabe, en particulier ce que l'on appelle le guide des égarés, mais que moi je préfère traduire, connaissant l'arabe, un signe pour les perplexes. Parce qu'il n'y a pas d'égaré, il n'y a pas de guide, parce que dalalat al-ha'irin, dalalat c'est un signe, et puis perplexe, parce qu'on peut être perplexe, toutes les questions sont en faisceau, celles que vous m'avez posées autour de religion et philosophie, et c'est cette perplexité d'un donné révélé extérieur à ce qu'on appelle la raison et les déductions rationnelles venues de l'intellect, comment on fait cela. J'ouvre cette parenthèse, c'est importante. Léo Strauss a dit, c'est dommage qu'on ne travaille plus tellement au XXe siècle la tension entre philosophie et religion. Vous savez, dans les divisions académiques de la philosophie, on parle de la philosophie morale et politique, de la logique, de la philosophie métaphysique, etc., mais esthétique. Mais philosophie et religion, ça a un peu disparu et c'est un petit peu dommage. Donc, d'ailleurs, on pense à Léo Strauss en écoutant ce texte. Léo Strauss qui a bien pointé sur la façon qu'a le savoir de se déguiser pour ne pas être remis entre les mains du plus grand nombre. Tout à fait. Là, c'est ce qui se passe, ce philosophe qui se déguise. Alors justement, donc second maître, c'est Maïmonide qui le caractérise ainsi parce que c'est le second maître après Aristote et c'est celui qui a bonifié complètement les sciences de la logique. Dans le texte, Platon est mentionné parce que Platon, c'est le voile mis pour que la philosophie puisse se dire. Autrement dit, c'est un discours allégorique, un discours qui utilise le mythe, contrairement à l'aspect didactique, explicite, pédagogique d'Aristote. Et donc, Al-Farabi avait écrit l'harmonie entre les deux sages,
le divin Platon et Aristote. L'harmonie entre les deux sages, il indique que effectivement, ils n'ont pas utilisé le même langage. Le langage qui consiste à voiler la vérité est un langage venu de Platon. Et Platon va être tout le temps mis du côté des théologiens. Oui, des théologiens musulmans, parce que ils ont ce rapport au texte imagé, au texte allégorique des textes sacrés. Et Aristote est véritablement le grand philosophe rationnel. Maïmonide va dire, c'est dommage qu'on ait besoin de voiler la vérité, c'est dommage qu'on ait besoin de passer par quelqu'un comme Platon, mais véritablement le grand philosophe, c'est Aristote. Et tous ont recadré en quelque sorte la hiérarchie entre les deux philosophes pour mettre Aristote en premier. Et dans ce texte, on dissimule la vérité pour la dire, c'est un style platonicien. Et ce style platonicien est extraordinaire parce qu'en fait, il est vrai qu'il peut arriver que le philosophe se trouve en danger. Mais ce qui est intéressant, c'est que dissimuler la vérité pour la dire, ce n'est pas la fausser, ce n'est pas la fragmenter, là encore, parce que quand le gardien lui dit « Qui es-tu ?» il dit « Je suis l'ascète que tout le monde cherche », et donc il sauve sa peau sans avoir rien dit de faux, c'est essentiel. Sauver sa peau sans rien avoir dit de faux, c'est-à-dire qu'on peut dissimuler par le discours ce que nous avons à dire, ça ne veut pas dire qu'on est dans la fausseté. Mais oui, mais pourquoi faudrait-il se dissimuler ? Quelle est la morale, puisqu'il y en a une quand même de ce texte ? Pourquoi est-ce qu'il faut l'entendre, est-ce qu'il faut le lire de la manière suivante ? Ce qu'a à dire le philosophe est vrai, mais il ne faut pas que ce soit exposé aux yeux et aux oreilles du plus grand nombre, car sinon, cela nuirait à l'équilibre de la cité. Non, c'est pas le plus grand nombre qui pose problème, c'est plutôt les autorités politiques. Là, par exemple, c'est le calife qui édit une directive pour aller le chercher. En réalité, c'est pas le grand nombre qui pose problème. Au contraire, le Al-Farabi va réhabiliter une figure comme Trasimac, réhabiliter la rhétorique pour dire qu'il est très important d'agréger, d'agglomérer la cité par des dispositions qu'on fait naître dans le grand nombre. Non, la censure vient de l'autorité politique. Tous ces philosophes ont eu à pâtir. Il y a eu un autodafé des œuvres d'Averroès. Il y a eu Al-Farabi a dû rejoindre Alep parce qu'il était précisément en danger à Bagdad. Donc c'est bien cette question. Dans un autre texte, Al-Farabi dit le philosophe peut être comme un mouton à qui on greffe une autre patte, un être hybride, parce que il ne se fait pas entendre dans une cité qui est une cité, dit-il, ignorante, par opposition à une cité vertueuse. Mais pourtant, vous dites bien que le philosophe a pu jouer le rôle de conseiller des princes. Ah, complètement. Le philosophe a joué certains des philosophes dont nous parlons aujourd'hui ont joué ce rôle-là, donc il ne fallait pas tout le temps se méfier des autorités. Ah non, bien sûr, mais cette protection que donnait la politique était totalement précaire. C'est-à-dire qu'à la fois le philosophe était protégé politiquement, c'est le cas d'Averroès par la dynastie des Almohades, c'est le cas d'Avicenne par plusieurs princes précisément dans ce qu'on appelle l'Iran actuel, mais cette protection était précaire, elle ne durait pas. Mais ils ont eu heureusement qu'ils avaient une protection politique, parce que sans cette protection politique, comme ils étaient quand même en conflit ouvert avec la majorité des théologiens, il fallait bien que leur discours puisse porter. Et quand je vous disais qu'Al-Kindi a été complètement porté par Al-Ma'moun qui a créé la Maison de la Sagesse, le calife Al-Ma'moun, qui lui a confié de diriger les traductions des textes grecs, c'est bien l'idée que le philosophe a bénéficié d'une protection politique, mais pas toujours et de manière intermittente. L'objet de la science dont il est ici question est différent de celui des deux autres disciplines que sont la rhétorique et la science politique, bien que celle-ci présente certaines ressemblances avec la nôtre. On pourrait bien dire que c'est une science qui vient de naître. Jamais, je peux l'affirmer, je n'ai rencontré aucun auteur au monde qui ait traité du même objet. Je ne sais si c'est faute de s'y être intéressé, mais il n'y a pas raison de le supposer, ou simplement parce que les œuvres qui ont pu être écrites à ce sujet et qui l'ont approfondi ne nous sont pas parvenues. Les sciences qui ont été perdues sont plus nombreuses que celles qui nous sont parvenues. Où sont les sciences des Perses ? Où sont les sciences des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens ?
Où sont leurs œuvres et leurs résultats qu'ils ont acquis? Où sont encore les sciences des Égyptiens avant eux? Les sciences qui sont arrivées jusqu'à nous proviennent d'une seule nation, la Grèce, grâce à la passion mise par Al-Mamoun à les faire sortir de la langue grecque et aux moyens qu'il a pu mettre en œuvre, un grand nombre de traducteurs et beaucoup d'argent. Mais nous ne connaissons rien des sciences des autres nations. Nous avons fait un bond en avant dans le temps à Ali Ben Maklouf puisque je viens de lire un extrait d'un texte de Ibn Khaldoun qui du XIIIe siècle donc, XIVe siècle pardon, qui décrit là ici la naissance d'une nouvelle science qu'il appelle la science de la civilisation humaine, rien de moins. Oui, c'est Ibn Khaldoun dans les prolégomènes, là, la Muqaddima, indique d'une manière extraordinaire son nouvel objet et comme tous ceux qui proposent un nouveau concept, souvent, ils ont mis en liaison des domaines jusqu'à présent tenus pour hétérogènes. Le domaine de la rhétorique qui était prise dans le circuit de la logique, parce que les philosophes arabes avaient une conception d'un organon long qui va du concevoir au juger, au raisonner, définir, jusqu'à la fabrication des images et à la persuasion rhétorique. Donc la rhétorique, c'était quand même le domaine de la logique. Et puis la politique est le domaine des actions volontaires, etc. Il dit justement, rhétorique et politique, on peut les mettre ensemble pour arriver à rendre compte de la science de l'urbanité. En fait, civilisation, ici le Umran, c'est l'urbanité. C'est traduit par civilisation. Comment les hommes s'agglomèrent dans une cité, qu'est-ce qu'il advient de leur vie en commun. Et donc c'est le début de ce qu'on a appelé la sociologie, peut-être un peu rapidement, mais en tous les cas, le début d'une étude qui prend à cœur et de manière consistante l'histoire des hommes et la circulation des signes linguistiques, juridiques, politiques autour d'eux. Et dit-il, cette manière de prendre la rhétorique qui stabilise les idées imaginées dans une cité et la politique qui rend compte des actions volontaires, c'est tout à fait ce que je cherche à faire. Et dit-il, cet objet, il est totalement nouveau, mais aussi tout l'héritage grec tel qu'il a été travaillé par les philosophes, il ne faut pas se tromper sur le fait que c'est une transmission purement contingente. Les choses auraient pu se passer totalement autrement. Il se trouve qu'il y a eu un calife, Al-Ma'moun, en 833, qui a lancé ce mouvement et qu'on doit toujours mesurer notre savoir aux lacunes de ce savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins... Montaigne dirait, il n'y a pas moins de science de l'ignorance que de science de la science. Et donc, tout notre savoir est prélevé sur un océan d'ignorance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au moment où il construit un nouvel objet, la science de l'urbanité, il indique qu'il y a véritablement dans la transmission des hommes, les philosophes disaient une histoire de la vérité, lui il dit une histoire des lacunes. Oui, mais vous parlez de l'histoire de la vérité et ça fait référence directement à un texte de Foucault cette fois-ci, sur la volonté de vérité que vous citez justement dans l'ordre du discours. Foucault écrit ceci: si on se place au niveau d'une proposition à l'intérieur d'un discours, le partage entre le vrai et le faux n'est ni arbitraire, ni modifiable, ni institutionnel, ni violent. Mais si on se place à une autre échelle, si on pose la question de savoir quelle est constamment à travers nos discours cette volonté de vérité qui a traversé tant de siècles de notre histoire, ou quel est dans sa forme très générale le type de partage qui régit notre volonté de savoir, alors c'est peut-être quelque chose comme un système d'exclusion, système historique, modifiable, institutionnellement contraignant, qu'on voit se dessiner. Oui. Là, l'écho entre le texte d'Ibn Khaldoun et celui de Foucault est assez étonnant. Ah oui, tout à fait. C'est le Ibn Khaldoun, c'est le Michel Foucault de ces sociétés-là. C'est du XIVe siècle, donc. Du XIVe siècle, disons-le. Ou bien Michel Foucault et le Ibn Khaldoun de notre
ère contemporaine. Ce qui est très frappant chez Foucault, c'est la distinction de phrase et énoncé. La phrase grammaticale ou la proposition logique enferme en quelque sorte l'attribution des valeurs de vérité, vrai-faux. Et dit-il, il faut être sensible aux énoncés, formulés, exclus, repris, à titre de vérité admise ou de préjugés explicites ou à titre de présupposés. Et quand on est sensible à l'énoncé et non pas simplement à la phrase, à l'énoncé, c'est-à-dire à un comportement linguistique ou de proposition ou d'exclusion, eh bien, on est attentif aussi bien aux lacunes qu'aux vérités, et donc la notion de volonté de vérité s'invite dans cette entre-deux, entre la science des lacunes et l'histoire des vérités. Mais alors que pour Foucault, le concept même de vérité est problématique puisqu'il ne parle pas tellement d'une vérité unique et générale, mais plutôt de chaque vérité dans chaque domaine, et il parle du discours vrai, la parésia notamment, c'est plutôt l'adjectif vrai que la vérité. À l'inverse, il me semblait qu'au début de l'émission, quand vous parliez de cette recherche de la vérité qui était identique chez les théologiens et les philosophes, il y avait une seule vérité. Alors, je vous avais posé la question de savoir quelle était-elle. Eh bien, je vous la repose puisqu'on nous n'y avons pas répondu. Oui, tout à fait. En fait, dans le moment inaugural de la philosophie dans ce 9e siècle, dans ce rapport et à la théologie, discours symbolique institué, et à la religion, la vérité tenait beaucoup plus par la recherche que par la vérité elle-même. Voilà. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus l'idée d'une poursuite, d'une recherche qui était animée. Et puisque ce qui était défendu, c'était l'aspect formel de la vérité. Donner une raison, donner une objection, chercher la raison ultime, tout cela est autour de ce que j'ai appelé la justification. La force des raisons, comme je dis précisément en ce moment à Bruxelles, où j'enseigne dans le cadre parce que vous venez d'être nommé à la chaire Perelman de l'Université libre de Belgique. Et l'intitulé de mes cours, c'est la force des raisons. Donc, cette force des raisons, c'est l'idée qu'on met beaucoup plus l'accent sur les démarches de justification et d'assentiment aux vérités, beaucoup plus que sur le contenu des vérités. Et donc ça, c'est effectivement le moment inaugural que l'on voit avec ces philosophes. Et la volonté de vérité, c'est vrai que c'est tout autre chose. La volonté de vérité, c'est ce que l'on n'exclut pour faire valoir autre chose dans une attitude très nietzschéenne de Michel Foucault et qui est présente dans le texte que vous avez lu d'Ibn Khaldoun à propos des lacunes. Donc il est vrai qu'entre le 9e siècle et le 14e siècle, quelque chose a bougé de cette recherche de la vérité où on met moins l'accent sur la notion de justification que sur la notion de lacune. La philosophie a en quelque sorte mûri, elle a produit son arbre plein de fruits à travers tous les textes et les commentaires des philosophes grecs, du moment médical aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, mais il s'invite aussi par Michel Foucault. Et à partir de cette grande maturité, à partir d'un savoir encyclopédique, il était aussi temps de dire, est-ce qu'il n'y avait pas derrière tout ce projet aussi une contingence et des exclusions, les Chaldéens, les Babyloniens, l'héritage indien et chinois, beaucoup moins valorisé que l'héritage grec. Vous insistez beaucoup sur le paradigme médical dans votre ouvrage. Il nous reste peu de temps pour en parler, mais je vous propose qu'on y arrive par un biais qui nous permettra d'entendre un philosophe ici interprété par Claude Métra, qui vous est cher et que vous citez dans votre ouvrage également. Je vous laisse le découvrir. Un jour, un puissant sultan égyptien entendit parler des connaissances médicales de Maïmonide. Son médecin venant de mourir, il lui offrait de prendre la place. Une douzaine des meilleurs médecins égyptiens espéraient soigner le sultan, et voilà que l'on donnait la préférence à un étranger, à un juif qui plus est. Le lendemain, ils firent venir un aveugle devant le souverain. Ce malheureux est privé de la vue depuis sa naissance, proclamèrent-ils. L'un d'eux enduisit alors les yeux du malade d'une pommade odorante, et l'homme se mit à crier et à danser. « Je vois !» s'écria-t-il joyeusement. « Pour la première fois, je vois !» « Pareille chose est impossible, » protestait Maïmonide. « On ne peut guérir un aveugle que s'il a perdu la vue. » Le souverain jeta à Maïmonide un regard soupçonneux.
mettant déjà en doute ses capacités. Mais celui-ci s'approcha de l'homme guéri et dépliant un mouchoir devant ses yeux, demanda « Qu'ai-je dans la main ?»« Un mouchoir rouge, répondit l'homme. Maïmonide sourit et se tourna vers le sultan. « Puissant souverain, fit-il, depuis quand celui qui voit pour la première fois reconnaît-il les couleurs ?» On vient d'entendre Ali Ben Maklouf l'extrait d'un conte qui présente comment Maïmonide devint le médecin du roi et qui montre comment aussi la médecine doit s'inscrire contre la bêtise ou disons plus gentiment l'obscurantisme des autres médecins. Ah, tout à fait. Le médecin, il fait et l'action parle pour lui. Il est validé par son travail. Le roi n'est rien d'autre que Saladin, le grand Saladin des croisades. Et Maïmonide a effectivement été médecin de Saladin après avoir quitté l'Andalousie. Ce qui est très intéressant dans cet aspect imagé, c'est qu'effectivement, la valorisation de la figure du médecin, du philosophe en tant que médecin. Ouais. Et là, c'est une figure importante. Tous ces philosophes ont commenté Galien, ont commenté, en particulier, ils ont été très sensibles à deux aspects dans l'œuvre de Galien, la nourriture et l'hygiène. Et deux aspects qui s'invitent d'ailleurs dans notre monde contemporain comme deux exigences importantes de la médecine, avec cette idée que la médecine tient compte des humeurs, tient compte de la modération, de la tempérance, et que cela va justement des pratiques autour des nourritures terrestres jusqu'aux pratiques sexuelles, comme l'a bien montré Foucault, commentant complètement tout l'héritage de Galien quand on ouvre précisément le souci de soi et l'usage des plaisirs. On a Galien à toutes les pages. Eh bien, Galien s'invite chez Avicenne, chez Averroès et chez Maïmonide. Je voulais aussi dire qu'à propos de Maïmonide, quelque chose qu'il partage complètement avec les autres philosophes arabes, lui-même écrivant en arabe, c'est cette conception totalement respectueuse du texte sacré et qui est repris rationnellement. Et quand il commente précisément au livre 1 de ce qu'on appelle le Guide des égarés, que je traduis comme Signe des perplexes, au chapitre 28, il commente justement les passages de la Genèse ou les passages de Zacharie en 14.4, je lis « Et ses pieds se tiendront en ce jour sur la montagne des Oliviers ». En fait, pied, en quel sens le prendre? Pied, c'est la cause. Et il fait toute une analyse de la manière dont, en raison de quelque chose, c'est au pied de quelque chose. Alors ça, c'est très très intéressant parce que on ne déstabilise pas le sens. Le mot pied va continuer à signifier pied, mais on va précisément faire une lecture par déduction rationnelle, et les philosophes arabes se sont plu aussi pour le Coran de faire ce que Maïmonide fait ici pour commenter le passage Zacharie 14.4. Et un dernier mot, ce sera vraiment celui de la fin, cette idée très belle que vous écrivez dans votre ouvrage Ali Ben Maklouf, selon laquelle une des raisons pour lesquelles les philosophes dont nous parlons aujourd'hui, que vous évoquez dans votre ouvrage, s'intéressent à la médecine, c'est aussi par intérêt précisément pour la fragilité de l'homme. Le corps de l'homme, c'est quand même à l'inverse de cette raison, ce qui peut lui causer des soucis. Tout à fait. L'intellect subsiste par lui-même, l'intellect pense toujours, le corps est ce qu'il y a de plus fragile et nous en avons besoin pour précisément se connecter à l'intellect parce que à la disparition du corps, il ne subsiste que l'intellect et il n'y a plus la jonction.